Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du crédit social en Chine. Il y a beaucoup de gens qui me contactent à propos de reportages qui sont faits aussi pour faire peur un petit peu parce que la peur ça vend et ils veulent un petit peu distinguer aussi le vrai du faux. Le problème aussi c'est qu'on a pas mal de journalistes qui ont du mal parce qu'ils parlent pas bien chinois, ils n'ont pas non plus envie d'entendre ce qu'on leur dit. Donc on me pose souvent la question, voilà, de Cédric, est-ce que tu ferais pas une grosse vidéo quand même sur le crédit social pour expliquer un petit peu tout ça, parce qu'on voudrait comprendre un petit peu mieux. Mes amis chinois, par exemple, ils me disent que c'est pas ça du tout, tu vois, tout ce qu'on nous donne. Tu vois, on a l'impression que c'est pas ça, quoi. Les Chinois, ils nous disent c'est pas ça. Du coup, c'est quoi vraiment le crédit social, Cédric? J'avais déjà fait quelques vidéos là-dessus. Et là, il y a eu un reportage qui a été fait donc, sur LCP. Et j'ai envie d'analyser ça avec vous. Parce que à la fois, quand j'ai lancé le truc, franchement, j'ai trouvé que c'était nul. Et en fait, il montre le crédit, le score que tu peux voir sur le téléphone d'une application qui n'est pas du tout l'application du crédit social. C'était mal parti, mais j'ai reçu des messages, donc j'avais arrêté. Franchement, moi, ce genre de truc, ça me fatigue. Franchement, de toujours, voilà, aussi débunker le vrai du faux, enlever les mensonges, garder le vrai, etc. C'est fatigant, quoi. Je préfère juste, moi, faire des vidéos, faire des vlogs, montrer ce que je vois et ce que je vis au quotidien, sans avoir à aller contredire quelqu'un ou à faire de la politique, tu vois. Mais j'ai reçu tellement de messages suite à ça et de gens qui sont soit énervés, soit qui en rigolent, etc., que je me suis dit, allez, je vais le faire, je vais faire une grosse vidéo sur le crédit social et on va tout évoquer. Et du coup, je me suis tapé tous leurs reportages. Tu vois, le truc Ma femme a du crédit, là, le reportage comme ça, d'un gars à Pékin. Je me suis tout tapé pour voir tout ce qu'il disait et tout analyser et pour pouvoir vous faire un truc, voilà, qu'est-ce qu'il a dit qui est vrai, qu'est-ce qu'il a dit qui est faux et comment est-ce que moi je vis la chose donc au quotidien, en plus de mes vlogs que vous pouvez avoir sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que là c'est du lourd ce que je fais là. Je vais prendre du temps pour faire vraiment des grosses vidéos comme ça, pleines de valeur. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et à mes contacts privés, vous avez le lien dans la description et la cloche, s'abonner quoi. Allez, on attaque tout de suite, générique. Ok, alors petite analyse donc des premières minutes du reportage quand même. Qu'est-ce qui a fait que moi j'ai coupé et je ne voulais pas regarder ce reportage? Voilà. Donc comment est-ce que j'ai fait? Je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui, quand j'annonce par exemple cette vidéo, ce que je vais faire, tu vois, dans l'intro avant le générique, qui vont couper aussi parce que c'est des personnes qui n'ont pas envie, elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas avoir quelque chose qui va au contraire de leur façon de voir le monde. Voilà, ça s'appelle le biais de confirmation, BIAIS, et c'est quelque chose de très, très humain que moi j'essaye de combattre. Voilà. Donc quand j'avais fait ça et j'étais un peu tombé dans mon truc, je me suis dit c'est encore un reportage, je vais pas regarder ça, c'était un petit peu la même chose aussi. Bon voilà. Et quel a été mon fonctionnement, quelle était ma pensée sur les premières minutes? On va tout regarder ensemble. Alors au début, voilà, sa femme elle lui dit tu filmes tout le temps. Tu filmes tout le temps. Ouais, tu filmes tout le temps, alors quand tu vas aller te plaindre d'être tout le temps filmé, etc. et de pas vraiment avoir de vie privée, ça m'a fait rigoler. Qu'est-ce qui se passe juste ensuite? Elle va regarder les points sur son crédit Sésame de l'application Alipay. Alipay qui ne fait pas partie du crédit social officiel du gouvernement chinois. C'est un petit peu la même chose que si moi j'ai regardé mon niveau Candy Crush, tu vois, sur le jeu Candy Crush sur mon iPhone pour faire un reportage sur le crédit social français. Ça serait complètement... Bah c'est pareil. D'ailleurs c'est pareil, ça change pas forcément tous les jours, parfois je reste bloqué au même niveau pendant un moment. Ça fait pas de sens. Et là je me suis dit ok, voilà le niveau de ce reportage, voilà sur quoi on va tomber. C'est pas du crédit social. Donc il a un truc qu'il a bien fait au début, c'est qu'il parle pas de crédit social, il parle de crédit. Mon truc s'appelle Ma femme a du crédit, et effectivement c'est du crédit dans cette application, l'application Alipay, le crédit Sésame. Mais on verra par la suite qu'il y a eu pas mal d'amalgames dans ce reportage aussi, entre le crédit social et le crédit Sésame. Bon, ensuite, qu'est-ce qui se passe encore? Là, on a peut-être une minute dans le reportage, quoi. Ensuite, on arrive sur ce qui m'embête très souvent dans les reportages des médias, c'est qu'ils ne peuvent pas faire un truc objectif sans se prendre pour des producteurs hollywoodiens de cinéma. C'est-à-dire qu'on joue tout de suite sur une musique angoissante. Parfois, il y aurait vraiment de quoi devenir paranoïaque. Si vous mettez les sous-titres d'ailleurs de la vidéo en question, à moins qu'il échange après avoir vu ma vidéo si elle fait du buzz, n'hésitez pas à partager aussi, à liker et tout ça, parce que faut que les gens aient les vraies infos quoi. Mais voilà, dans les sous-titres pour l'instant en tout cas, tu peux voir musique angoissante, tu vois. Voilà. Et donc on met une petite musique suspense, ensuite on met la colorimétrie qui va bien, c'est-à-dire quand on met quelque chose de froid, dans les tons bleus, etc. Tu vois, pour générer un sentiment de malaise chez le spectateur, donc la personne qui regarde ça sur YouTube notamment.
et la mettre tout de suite dans le bain en disant que voilà, on est en Chine et ça va être malsain, tu vois. Comme ils aiment bien faire une colorimétrie froide quand on parle de la Russie, mettre du jaune dégueulasse quand on fait un truc au Mexique, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu vas sur le pays, tu vas dans le pays, en fait, bah, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Les trucs ils sont pas tout bleus ou tout jaunes, quoi. Mais on joue un petit peu, voilà, sur les couleurs et sur la musique pour bah, voilà, mettre la personne dans une ambiance angoissante. L'idée c'est de vous angoisser, parce que ça vend, encore une fois, la peur ça vend. Si vous aimez bien la joie et la bonne humeur, abonnez-vous à la chaîne. Alors, ensuite il enchaîne sur le nombre de caméras qu'il y a en Chine, et ça c'est réel. C'est une tendance qu'on peut observer aussi en France, hein, donc il en parle plus loin dans le reportage aussi. C'est-à-dire que voilà, à Nice par exemple, on a plus de 100 caméras, plus d'une caméra pour 100 habitants, alors que là on arrive à peu près à une caméra pour 10 habitants, je crois, dans pas mal de villes de Chine, ce qui est énorme, effectivement, il y en a beaucoup, je les ai vus pousser. La dernière fois que je suis passé à Kunming, j'étais un peu marqué aussi, moi. Mais en France, je pense que c'est aussi une question de budget, et que si on avait le budget, on en aurait beaucoup plus. Déjà qu'on peut voir que dans pas mal de villes françaises, le nombre de caméras sur les dernières années, elles ont été multipliées par 2, par 3, par 4, voire par 5. Vous pouvez regarder, les statistiques existent. Et là, je me dis, ok, il a dit un truc d'intéressant, mais je vois pas le rapport avec le crédit. Il n'y a plus de rapport avec le crédit social en fait. L'idée dans ce reportage, on est encore à la 3e minute à peu près, c'est de rajouter à ce climat angoissant du reportage. Tu vois, ça c'est intéressant parce que son truc c'est basé sur le crédit, quoi. Donc on se dit, ok, après on va voir aussi parler de la reconnaissance faciale. Là il y a des trucs amusants aussi qui arrivent après, on en reparle. Mais c'est intéressant, voilà, ça permet de parler de la vraie vie sur place aussi et de comment ça se passe, quoi. Ensuite on parle du test du passage piéton, où si tu arrives en fait au passage piéton, que tu traverses au rouge, tu es affiché sur un gros écran géant. Aucun rapport avec le crédit social, encore une fois. C'est juste, voilà, ça te fout la honte si tu traverses au rouge. Voilà, c'est quelque chose qui est en test dans quelques villes chinoises. Un test, ça veut dire que ça ne sera pas valable pour toute la Chine. C'est pas les Chinois, c'est comme ça en Chine. Si tu traverses au rouge, tu te fais asperger d'eau ou bien tu es affilé sur un écran géant. Non, on peut pas dire ça parce que ce n'est pas vrai. C'est un exemple très spécifique d'un endroit dans une ville de Chine, encore une fois. Mais si on le tourne bien, on le médiatise bien dans le cerveau des Français, ça devrait marcher, je pense. Et ils vont se dire qu'en Chine, voilà, partout si tu traverses au rouge, soit tu perds des points de crédit social, parce que même s'il ne le dit pas, il le suppose, ou il dit imagine si, tu vois, plus tard dans le reportage, soit qu'ils vont penser effectivement que tu vas être affiché et que tu auras trop la honte, quoi. Voilà, dans tous les cas, ça rajoute encore à ce climat angoissant du machin. Et c'est là, je pense qu'on est qu'à 3 minutes dans le reportage. Ensuite, on parle tout de suite, pour bien mettre dans l'ambiance aussi, de l'infantilisation de la population chinoise. Et on te rajoute une petite musique de film d'horreur, un passage, tu vois, qui rajoute un élément stressant, tu vois. Au moins, on voit que c'est monté par des professionnels. On peut dire que le reportage est bon. De ce côté-là, au niveau du montage, c'est pas mal, franchement. C'est bien travaillé. On voit qu'on a des professionnels de la manipulation d'images. Si je pouvais faire des vlogs, moi, aussi bien travaillés et que j'avais une équipe comme ça derrière, je serais content. Je suis jaloux. Ensuite, il enchaîne sur le big data. Et encore une fois, pas de rapport avec vraiment le crédit social. Enfin, il fait pas le lien. Il passe comme ça du coq à l'âne. Et il dit, voilà, le big data sur les serveurs de Pékin, ce qui est totalement d'ailleurs, parce que les serveurs du Big Data ne sont pas à Pékin. Où est-ce qu'ils sont les serveurs du Big Data? Ils sont du côté du Guizhou, du côté de Guiyang, là où moi j'habite la plupart du temps. Pourquoi? Parce que dans une région montagneuse, c'est que de la pierre, etc. Il n'y a rien qui bouge, tu vois. Il ne peut pas y avoir de tremblement de terre, il ne peut pas y avoir je sais pas moi, d'incendie ou n'importe quoi. C'est dans les montagnes du Guizhou. Quand tu les vois, comment est-ce qu'ils luttent pour creuser, pour faire un métro, c'est juste hallucinant, quoi. Donc c'est sécurisé là-bas. Si c'était à Pékin, en bord de mer, dans une région comme ça, ça serait un petit peu plus chaud. Puis c'est une ville aussi qui serait plus tendu, tu vois, en cas de guerre, etc. Tu vois, ce serait plus risqué. Tandis que si tu mets ton truc dans une montagne, c'est un bunker naturel, c'est bien protégé, le big data chinois, et c'est dans le Guizhou. Bon, voilà, on peut pas tout savoir, hein, il est journaliste en Chine que depuis 2007, hein, voilà, il doit quand même, faut lui laisser le temps, hein, faut lui laisser le temps de se renseigner un petit peu. On enchaîne ensuite sur un mélange, oui, mélange maintenant la loyauté et la critique au parti, au système, vis-à-vis du système de notation, tu vois. Alors que jusqu'à preuve du contraire, si t'es pas loyal au parti communiste chinois ou si t'es loyal au parti communiste chinois, ça change pas grand chose à ton crédit social, qui est en fait un crédit financier. Jusqu'à preuve du contraire, comme le credit score aux États-Unis ou le crédit bancaire ou la cotation par exemple que la Banque de France donne à une entreprise en France.
ou ta banque, toi aussi, elle te note, tu vois, dans son logiciel, etc. Même si tu n'y as pas accès, ça existe aussi par chez nous et c'est un petit peu la base. Et quand on parle de civisme, en fait, on reviendra là-dessus après, mais quand on parle de civisme dans les textes officiels chinois, c'est surtout, par exemple, pour les personnes qui ont la capacité de rembourser un prêt et qui choisissent volontairement de ne pas le faire. Tu vois, c'est ça pour eux qui est mauvais. C'est pas de la malbouffe, comme il veut essayer de suggérer après dans la suite du reportage, ou c'est pas traverser au passage piéton, etc. quoi. Et d'ailleurs, le crédit social, pour l'instant, en tout cas, pour les faits, il est appliqué seulement à qu'un très léger pourcentage en fait, des citoyens. Quoi. C'est concentrés, leurs efforts sont concentrés à peu près 80%, 70, 75, 80% sur les entreprises, pas sur les citoyens. Voilà. Mais ça fait pas peur si on le dit comme ça, quoi. Et qu'on dit que voilà, la Banque de France, elle note aussi les entreprises françaises pour leur accorder des lignes de crédit. C'est pas super vendeur, quoi. Donc, bon, on peut comprendre aussi, c'est son métier. Le problème, c'est est-ce que le métier de journaliste, c'est d'informer ou est-ce que c'est de vendre des reportages et du papier, tu vois. C'est difficile maintenant, c'est plus vraiment comme on a pu voir par le passé. Il y a des bons journalistes, hein. Encore une fois, je sais que moi j'ai un gars que je connais, alors j'ai oublié qu'il était journaliste, il est journaliste sportif en plus, et il n'est pas dans un grand média, donc il ne devrait pas être choqué par ce que je dis, parce qu'il fait très certainement bien son truc, j'en sais rien, d'ailleurs je lis pas ses articles, désolé. Mais voilà, la plupart des grands médias, en tout cas, la ligne éditoriale est dictée vraiment par les directions. Moi je connais un gars aussi, qui a été dégoûté du truc et il s'est barré de la société pour laquelle il bossait. Il travaillait notamment dans une antenne chinoise d'une société française de médias. Quoi. Quand une traduction est faite volontairement pour l'orienter vers de la propagande, pour l'orienter vers de la peur, du malsain, c'est malsain. Ensuite, donc il enchaîne, là on arrive à la 5e minute, c'est vraiment là où je ferai la partie la plus détaillée de ça, où il fait un plan sur une caméra en fait qui reconnaît les visages et qui prend la température en fait. Mais si tu fais pas attention, tu as l'impression que c'est un truc de reconnaissance faciale avec une note qui s'affiche dessus, quoi, tu vois. C'est bien tourné, franchement, bien joué de sa part. Mais si tu prends le temps de regarder, ouais, c'est un truc qui prend la température comme on a en France par exemple. Je crois d'ailleurs, en France par exemple dans les aéroports, tu vois. Et je crois d'ailleurs que c'est une entreprise française qui fournit les aéroports du monde entier pour tout ce qui est capteur de température. Je l'avais vu ça pour à la période de Covid-19. Mais je ne sais plus c'est quelle société. Enfin voilà, c'était les 5 premières minutes que j'avais regardées à l'époque avant de fermer le truc et de me dire... Voilà, quel effet ça va avoir encore sur les gens, ce reportage. Voilà, je m'attendais à ce que ça ait un effet, quoi. Ça marche, c'est bien tourné, c'est tourné pour faire peur, c'est tourné pour stresser les gens, c'est tourné pour montrer qu'en Chine c'est juste horrible, etc. Et je suppose que ça doit pas mal marcher, quoi. C'est pas mal foutu, quoi. Encore une fois, c'est bien monté professionnellement parlant, j'ai envie de dire, par rapport au métier de l'image. Chapeau, quoi, c'est bien. Maintenant, en me retapant tout le truc, j'ai pu noter quand même des points positifs, des points négatifs et des points aussi qui permettent d'amener une discussion pour voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'il en est vraiment aussi et où ça nous mène tout ça. Et je dois avouer que j'ai trouvé des trucs vraiment positifs dans ce reportage aussi et des choses qui méritent d'être évoquées en tant qu'être humain, tout simplement. Voilà. Donc en point positif, on va faire les points un par un maintenant. Je mettrai un sommaire aussi dans la description si ça vous intéresse. Le système de notation ensuite, quand on continue dans le reportage, il nous dit que effectivement c'est un peu partout dans le monde quand même qu'on a ce genre de gamification et de système de notation des gens dans les applications, dans les entreprises, dans les banques, etc. Et j'ai bien aimé le fait qu'ils disent que c'était pas que en Chine que c'était comme ça aussi. Ça c'est pas mal. Pas mal de Chinois qui l'interviewent aussi après derrière insistent sur ce côté que c'est une tendance internationale, qu'on vend les produits de reconnaissance faciale à l'international, qu'on importe de l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Et ça me fait plaisir. Parce que bon, lui il est plutôt orienté sur la peur, sur la Chine, sur les choses comme ça, tu vois. Mais on a quand même quelques éléments qui sont intéressants quand tu prends le temps, mais après voilà, qui va vraiment prendre le temps, quoi. Bon, voilà. Allez. Il parle ensuite de l'augmentation de la captation des données personnelles. Le data analyst qui l'interviewe là, qui parle de ça et qui évoque encore une fois la question d'ordre mondial que j'ai bien aimé entre les échanges de données des sociétés privées et des gouvernements. Ça c'était intéressant, j'ai bien aimé.
Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Il nous parle de l'ancêtre du crédit social qui est Made in USA. Et là encore une fois, c'est ce que je vous dis, un petit peu le crédit en fait, qui est plus un crédit financier américain est vraiment pour moi la meilleure comparaison. Le credit score qui s'appelle aux États-Unis est vraiment la meilleure comparaison avec le crédit qu'on appelle social chinois. Ensuite, il nous montre un document donc, de 2014 qui montrait que la Chine voulait implémenter ça du coup maintenant donc pour sa population aussi, les informations financières et le comportement civique. Et encore une fois, je parle du comportement civique dans l'idée de, quand on a la capacité de rembourser et qu'on ne rembourse pas, c'est complètement incivilisé de faire ça. C'est comme ça que les Chinois le voient. C'est pas qu'il faut lire la biographie de Xi Jinping et connaître les citations de Mao Parker et tout savoir sur la vie de Deng Xiaoping. C'est pas ça le civisme en fait qui est évoqué. Mais bon, c'est pas très vendeur encore une fois de juste parler de ce qui se fait d'ailleurs ailleurs dans les banques, notamment aux États-Unis et en Europe, quoi. Donc bon, voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il fait juste après le parallèle avec comment ça s'appelle, le crédit score donc du crédit Sésame. On va revenir dessus. Un truc intéressant aussi, là, il nous dit, sans vraiment bien l'expliquer, que quand tu es à l'hôpital en Chine, si tu as un bon crédit score, un bon crédit social, tu n'as pas forcément besoin de laisser une caution. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est super intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas en Chine. Que quand tu vas à l'hôpital, tu dois d'abord déposer de l'argent et ensuite tu peux aller voir le docteur. Et donc si tu n'as pas d'argent, en fait, c'est un peu comme aux États-Unis aussi, si tu n'as pas d'assurance, tu vois, on peut te dire tout simplement, non, on vous prend pas, on vous accepte pas, on vous traitera pas, on vous examinera pas, on fera pas l'opération. Voilà. Mais si tu as un bon crédit social, eh bien tu peux. Pourquoi? Parce que tu es solvable, tout simplement. Encore une fois, c'est purement financier, comme on a aux États-Unis, et c'est dur. Pour nous autres, où on a le système comment s'appelle, de sécurité sociale en France, ou le système de mutuelle, etc., où au final on ne se pose pas cette question, mais dans pas mal de pays du monde, c'est quand même sacrément dur de vivre ça et de se dire que, effectivement, si tu n'as pas les thunes, si tu ne seras pas capable de payer l'opération, on ne te prend pas, on ne te ramasse pas, l'ambulance elle ne vient pas te chercher, je pense notamment aux États-Unis, tu vois. Parce qu'une ambulance en Chine, ça coûte pas très cher, quoi. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. Et ils expliquent pas assez bien ça. Ils vous disent, tu n'auras pas le droit d'aller au docteur, tu devras laisser une caution à l'hôpital, etc. Mais ils n'expliquent pas pourquoi, comment ça se passe en Chine. Et ça, c'est malheureux parce que moi, c'est un des trucs qui m'a beaucoup marqué quand j'étais en Chine. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est là où il revient sur le crédit Sésame de l'application Alipay. Et il suppose, là encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont conditionnelles dans ce travail journalistique, c'est ça qui est malheureux, quoi. Il suppose que du coup, les bonnes habitudes de consommation, le sens civique et le respect des règles, c'est ce qui va te permettre d'avoir un bon crédit social, alors qu'en fait non. En fait, c'est plutôt le fait de rembourser tes cartes de crédit depuis l'application Alipay qui te donnera un bon score sur Alipay, d'utiliser l'application Alipay au quotidien. Voilà, c'est une incentive en fait pour te forcer à utiliser l'application Alipay et de jouer aux jeux sur la plateforme Alipay par exemple, etc. Qui vont te faire augmenter ton crédit Sésame, qui n'est pas, encore une fois, le crédit social. Ensuite, il enchaîne sur les visas. Les visas, c'est aussi très intéressant. Les visas pour le Canada, l'Argentine, la Lettonie notamment, il vous dit que tu n'auras pas besoin de certains papiers. Mais il n'explique pas quels papiers. Quels sont ces papiers dont tu n'auras pas besoin pour faire un visa pour le Canada, l'Argentine, la Lettonie? Est-ce que tu auras besoin, par exemple, de laisser ce qu'on te demande souvent en Chine, c'est une caution. Une caution, pourquoi une caution? Il faut laisser, par exemple, quand j'ai fait venir mes beaux-parents en France la première fois, on leur a demandé plutôt, de laisser à la banque une caution de 5 000 €. Au cas où ils avaient un problème quand ils étaient à l'étranger, par exemple, d'ordre médical, où ils devaient être rapatriés, etc. Tu vois. Comme ça, tu as une caution. Tu as une caution, comme ça, les pays ne sont pas affectés par les touristes chinois qui iraient dans ton pays et qui tomberaient malades ou n'auraient pas, par exemple, de fonds suffisants pour vivre sur place, etc. et qui devraient être expulsés, rapatriés, etc. Et beaucoup de journalistes à l'époque disaient que c'était par exemple pour les maintenir en laisse, les Chinois, pour être sûr qu'ils reviennent, etc. Mais les gens qui vont aller vivre à l'étranger, qui vont pas revenir, au pire 5 000 €, c'est pas juste, c'est pas forcément énorme, quoi. Tu vois. Donc ça fait pas vraiment de sens en fait. C'est un petit peu maintenant comme on voit, si par exemple tu veux aller en Thaïlande, pour pas parler que de la Chine, on va te demander une assurance anti-Covid qui couvre jusqu'à 20 000 € ou 20 000 $ américains, je sais plus.
c'est du bon sens, quoi. On a beaucoup de systèmes d'assurance, nous aussi, et maintenant d'ailleurs on a de plus en plus aussi des systèmes d'assurance en Chine pour ces gens-là, plutôt que de laisser le cash complet, par exemple ça aurait été 20 000 € pour la Thaïlande, ou 5 000 € pour les Chinois, tu vois. Donc il explique pas tout ça en fait. Et quand tu vas faire ton visa voilà, pour le Canada, la Lettonie ou l'Argentine, ben, on ne va pas demander ces papiers-là spécifiquement, par exemple, ou les fiches de paye, les choses comme ça, parce qu'on sait que tu es solvable. Et encore une fois, c'est purement financier. C'est pas parce que tu es un bon citoyen qui a mangé, je sais pas moi, une salade ce midi, et au lieu d'aller au McDo tous les 2 jours, que tu vas pouvoir avoir des facilités pour avoir ton visa au Canada, pour aller au Canada, quoi. Ça fait pas de sens, non? C'est que ça. Par exemple, ça te donne quoi d'autre comme avantage le crédit Alipay? C'est tu peux emprunter des powerbanks un peu partout sans avoir de laisser là aussi une caution. Parce qu'on sait que tu es solvable, on sait que tu es quelqu'un qui utilise bien l'application, que tu as tes cartes bancaires par exemple de plusieurs banques qui sont liées à l'application, des choses comme ça. Et ils peuvent voir en analysant de manière statistique tout simplement, comme on le fait en France quand tu vas demander un prêt par exemple, on voit qu'on ne prend pas de risque à ne pas te demander 100 yuan de caution pour un powerbank, tout simplement. Donc voilà, là je veux vraiment insister là-dessus, on ne te dit pas que tu es un bon ou un mauvais citoyen, on te dit que tu es solvable ou pas. Et c'est ça qui te donne ce score. Et c'est triste en France aussi, hein. J'ai eu l'occasion de travailler dans une banque française, je ne sais pas si j'ai le droit de la citer ou s'ils vont venir m'embêter, mais j'ai travaillé pour une banque française, au pire ça peut se retrouver quoi. Et moi j'avais été choqué par ça. Ce qu'on nous disait nous à l'époque, c'est que si la machine, elle te donne le score demandé pour obtenir le crédit, tu lui donnes le crédit. Même si tu sais que éthiquement, humainement parlant, cette personne elle est dans la merde et ça va la foutre encore plus dans la merde, tu lui donnes le crédit. Et j'ai vu des gens se faire engueuler parce qu'ils ne voulaient pas justement. Mais si la machine elle a dit, tu le donnes. La statistique elle a dit, tu le donnes. Et de la même manière, la statistique elle a dit non. Eh bien la personne qui veut faire son prêt immobilier par exemple, allez, puisque j'ai vu ça aujourd'hui, eh bien tu lui dis non, ça va pas être possible. Le directeur d'agence ou l'agence régionale, machin, elle nous a dit c'est pas possible pour vous. On va pas pouvoir le faire parce que tu t'inventes un truc débile. Mais au final, c'est que de la statistique. Et même si cette personne-là, tu sais qu'elle pourra, parce que par exemple elle est entrepreneur, parce qu'elle a du cash à côté, parce qu'elle a d'autres actifs, etc. Tu sais qu'elle est solvable et tu sais qu'elle va s'en sortir et tu sais que voilà, ça va le faire quoi. Si elle n'a pas la validation de la statistique dans le logiciel, tu lui dis non, peu importe l'excuse débile. Voilà, tu lui dis non, tu lui refuses. Et c'est quelque chose qui m'avait choqué moi parce que statistiquement parlant, effectivement ça fait sens, mais humainement parlant, j'ai pu voir des trucs qui m'ont choqué. Et ça c'était en France. Ben, c'est la même chose du coup en Chine. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On n'est pas là pour discuter de ça. Moi, je vous donne des faits et après, vous en faites ce que vous voulez au niveau de votre réflexion. Personnellement, moi, j'ai trouvé que c'était pas bien. J'ai trouvé que avoir une part d'humain quand même dans tout ça, ça reste quelque chose de nécessaire et qu'on perd en France. Voilà. On l'a perdu depuis longtemps aux États-Unis, on le perd de plus en plus aussi en Chine. Et ouais, effectivement, c'est malheureux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez quoi. Et si c'est pas encore fait là et que vous regardez ça depuis le début, ça fait un moment qu'on est ensemble, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Vous avez le lien dans la description aussi pour me suivre et recevoir les news directement dans votre boîte mail pour éviter voilà, de ne pas recevoir les notifications sur YouTube ou même les choses d'ailleurs que je ne publie pas sur YouTube qui seraient encore plus sensibles que ce qu'on évoque aujourd'hui. Ensuite, il y a l'évocation de la disparition de la monnaie physique. La disparition de la monnaie physique en Chine, oui. Alors là, je suis complètement d'accord. Il dit que jusqu'en 2010, il devait tout régler en liquide. Oui, carrément, j'ai pu vivre ça. J'ai vécu ça. Je vais mélanger les deux. Moi aussi, quand j'étais arrivé en tant qu'étudiant à l'université de Fudan à Shanghai dans l'année 2006, je suis arrivé un petit peu avant ce journaliste-là. Et où je devais payer en fait ma scolarité par semestre en liquide. Donc tous les 6 mois, tu devais arriver, c'était genre, je sais plus, c'était 1200 ou 2400 € à payer en liquide, en billets de 100. Donc tu allais retirer tout ça à la banque et tu mettais tout dans ton sac à dos et tu avais un sac à dos rempli d'argent pour aller payer ça au comptable de l'université, quoi. Et effectivement, ouais, l'évolution de la société en Chine, ça a été super rapide et super impressionnant parce que là, effectivement, quand je suis en Chine, j'ai pas de cash, quoi. J'ai pas de liquide. Alors que là, je suis en France, tu vois, pour quelques mois. Ça fait bizarre d'aller au distributeur, de retirer des bouts de papier, des trucs comme ça, quoi. Voilà, c'est hallucinant. Et ça, c'est un point intéressant, tu vois. C'est une évolution qui est vraie. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes quand même évoquées dans ce reportage, quand même. Faut le dire.
Après, c'est souvent comme ça, tu vois, qu'ils font pour mélanger un petit peu le mauvais, le mesquin avec le reste. En fait, si tu mets pas une part de vrai aussi, leur reportage, ça serait peut-être pas aussi facile à faire passer auprès des Occidentaux. Bon, je sais pas. Ouais, en France, on a une évolution. Alors oui, je peux payer en sans contact avec la carte. La carte aussi va prendre plus en plus de place. Oui, il y a Apple Pay. Oui, d'ailleurs Apple Pay, c'est pas mal quand même parce que le sans contact et tout ça, ça limite jusqu'à 50 € en France ou je sais pas, un coup ça marche pas aussi en France. Tu vois, c'est un peu compliqué, mais on est sur la route en tout cas. Et Apple Pay, si tu lis la carte au machin, tu peux dépasser les 50 €. Enfin bon. Il y a encore du boulot quand même hein, pour le paiement sans contact, les trucs comme ça en France. Et après, il faut voir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, qui vous plaît ou pas. Parce qu'après, voilà, quand tout est numérique, quand tout est digitalisé, effectivement, c'est plus facile après de traquer chacune des dépenses que vous faites. Bon, on en reparlera justement aussi juste après. Ça, c'était rigolo aussi dans le reportage. Quoi qu'il en soit, voilà, on est loin derrière en France quand même. Ça fait bizarre quand tu reviens de Chine parfois pour certains trucs, tu te dis waouh, en fait il n'y a pas grand chose qui a changé en 10-15 ans ici. Alors qu'en Chine, si je vais pas là j'étais en Thaïlande pendant 3 ans, tu vas pas pendant 3 ans en Chine, tu reviens, c'est de la folie. Par exemple les lives sur Dientra, là, donc de Trabot, du groupe Alibaba justement, c'est un truc de malade quoi. Quand je suis revenu en Chine là, en 2019, j'ai halluciné quoi, tous les trucs qui avaient changé et évolué. Quoi qu'il en soit, ensuite, il enchaîne avec le paiement, avec la reconnaissance faciale. Donc, il faut bien comprendre encore une fois que c'est une option, que tout le monde n'est pas reconnu facialement pour les paiements et que c'est séparé aussi des analyses du gouvernement, par exemple de la police, tu vois. Alipay et le gouvernement, c'est séparé. Encore une fois, Alipay et le Crédit Sésame ne fait pas partie du crédit social du gouvernement chinois non plus. Mais bon, c'est difficile après s'il faut tout expliquer aussi. Mais c'est pas le parti en fait, parce que là il va dire voilà, il sous-entend en fait que la reconnaissance faciale fait partie du plan du gouvernement et que tout est partagé forcément, etc. Et surtout après il dit ouais ça fait peur du coup, encore une fois on joue sur la peur, c'est normal quoi, enfin c'est normal pour lui. Du coup ils connaissent ton nom, ils connaissent ton prénom, ils connaissent ton adresse, ton numéro de téléphone, tes déplacements, toutes tes dépenses, etc. Ton historique de dépenses. Quelle différence avec la banque quoi au final, parce que là c'est le processeur de paiement qui connaît ton adresse, ton numéro de téléphone et puis ton historique de dépenses quoi. Bah ouais, bah c'est pareil en fait que si tu utilises ta carte bleue ou si tu utilises Apple Pay quoi, tu vois. Voilà, il me fait rire. Et on utilise ça aussi en France si on a besoin de traquer quelqu'un, tu vois, pour la justice, etc. Et puis voilà, comme le gouvernement pourra faire s'il a besoin de traquer quelqu'un, il pourra faire un ordre de justice, tu vois, auprès de l'exécutif pour demander à Alipay de leur donner les informations comme on peut faire en France aussi, tu vois. Ensuite, pour rester donc dans la reconnaissance faciale, il parle du Sky Eye, et il parle du Sky Eye avec quand même pas mal de bugs dans ce qu'ils sont en train de mettre en place, mais avec l'utilisation effectivement de la reconnaissance des objets, reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle, c'est très intéressant. Bon, il y a encore beaucoup de boulot, hein, comme vous le voyez quand il montre que voilà, un vélo c'est une personne avec un chapeau, etc. Tu vois. Il y a encore du boulot, mais effectivement, pour retrouver quelqu'un facilement avec les caméras de sécurité, tu vois, si tu sais que c'est une personne qui a un manteau, qui a un sac ou n'importe quoi, effectivement, c'est en bonne voie, j'ai envie de dire, pour amener à quelque chose de très puissant. Ouais. Et on n'est pas encore au niveau qu'on voudrait nous faire croire, en tout cas, on n'est pas encore dans du Black Mirror, etc. Il y a du boulot, quoi. Voilà, ça c'est une mobilette, c'est pas une personne. Enfin, c'est un vélo électrique, c'est pas une personne, quoi. Voilà, ensuite, bon, il y a quelques petits trucs rigolos aussi sur la fin, c'est un peu plus calme sur la fin. Un truc qui m'a amusé, c'est quand elle paye avec le QR code, son épouse paye avec le QR code dans le train, et là il dit « Ah, encore les codes QR et reconnaissance faciale ». Encore de la reconnaissance faciale. Alors qu'il ne s'agit pas du tout de reconnaissance faciale, mais bon, c'est pour en rajouter une couche, quoi. Mais si vous regardez bien, c'est juste un paiement donc avec Face ID, tu vois. C'est pas de la reconnaissance faciale au sens Alipay, au sens comme il le montrait plus tôt dans le reportage. C'est juste un truc qui est bloqué d'ailleurs seulement sur ton téléphone et qui permet donc de déverrouiller le truc, comme on utilise l'empreinte ou le code, quoi. Et ouais, c'est dommage parce que s'ils rajoutaient pas certains trucs qui sont exagéré vraiment au point où ça en devient ridicule, le reportage passerait quand même peut-être un petit peu mieux. Après, les gens ils vont pas faire attention, on les a bassinis déjà pendant 40 minutes, tu vois, à partir de ce moment-là, tu vois. On est quoi, à 34 minutes 39 à peu près, 34 minutes.
Voilà, les gens ils font peut-être pas attention, ils se font avoir, tu vois, ils pensent que ouais, encore une fois, tu vois, ça en rajoute une couche, ils vont pas regarder en fait sur leur écran forcément de manière attentive et remarquer que c'est juste Apple ID, quoi. C'est genre si moi je disais, moi le gouvernement il me traque tous les jours, tout le gouvernement américain avec la reconnaissance faciale parce que j'utilise Face ID sur mon Apple iPhone, tu vois. Vous trouveriez ça con. On me dirait, Cédric, t'es vraiment trop con, quoi. Et c'est exactement la même chose, quoi. Bon, mais après, voilà, il faut rajouter une couche, quoi. Et ensuite, sur la fin, là aussi c'est malheureux, c'est beaucoup de suppositions, beaucoup de conditionnels, beaucoup de imagine comment ça serait si. Et plusieurs fois, vous pouvez les compter, je sais pas combien de fois il l'a dit, mais il dit imagine. Imagine si ta note baissait en fonction de ce que tu mangeais. Imagine si ton crédit baissait en fonction de ce que tu manges. Il le dit 2 fois, ouais. Donc t'imagines en fait si t'achetais des livres de Xi Jinping, etc. Là il est au conditionnel, est-ce que ça ferait monter ta note, tu vois. Et il pousse le bouchon un petit peu loin parce qu'il dit même à sa femme après, il dit ah non, toi t'as pas besoin, toi t'es sage. T'es très sage. Dans le mode toi t'es docile, tu vois. Et alors là, je trouve ce passage super malaisant parce que moi si je dis ça à ma femme, elle fout une claque, quoi. Et d'ailleurs sa femme lui dit non, quoi. Je suis pas sage, je suis pas entre guillemets docile ou n'importe quoi. Je suis juste une personne normale, quoi. Non, je suis pas sage. Je suis quelqu'un normal. Là ça m'a choqué parce que du coup ça me fait de la peine pour elle. Voilà, après c'est personnel, c'est mon avis, vous me dites ce que vous en pensez, si vous avez tenu jusque là aussi, que vous avez regardé le reportage jusqu'au bout. Mais voilà, moi si je disais ça à des potes ou n'importe quoi, je disais ouais, toi tu respectes bien ce que la banque te dit pour prendre ton crédit par exemple immobilier, etc. Parce que tu es quelqu'un de sage, tu es quelqu'un de docile, toi tu te plies vraiment aux volontés de ton gouvernement, toi tu vois. Le gars il me dirait mais t'es complètement, voilà, je vais pas repartir dans les insultes quand même, mais... Voilà, puis ça finit donc sur une critique du parti unique. Ouais, là, c'est politique, ça c'est normal. Hein, on a vu qui était le client qui avait commandité, qui avait acheté donc ce reportage. Normal, quoi. Normal. Donc critique du parti unique vis-à-vis des systèmes de fichage, même si en fait on devrait être par défaut contre les systèmes de fichage. Et dire que c'est un petit peu la faute du parti unique, c'est pas mal tourné, je pense, pour la propagande occidentale, parce qu'on a nos systèmes de fichage aussi chez nous, qui restent d'ailleurs très présents, que l'on passe d'un gouvernement à l'autre, et qui peuvent être mal exploités aussi par le gouvernement suivant. Là, il faut faire attention, en fait, ce qui me fait peur en Chine, c'est pas forcément ce système de fichage, c'est si on avait un changement de gouvernement, comment est-ce que le nouveau gouvernement utiliserait ce système de fichage. L'histoire a montré plusieurs fois que des systèmes de fichage très poussés, voire même pas poussés, si tu regardes même des vieux trucs dans l'ancien temps, entre guillemets, du nazisme et compagnie, où ils recrutaient, ils recensaient les religions des gens, ça n'a pas été difficile de trouver les juifs en France, tu vois. C'est ça en fait, si tu changes de gouvernement, comment est-ce qu'ils pourraient utiliser ça? Si l'axe du gouvernement actuel, ou même de gauche ou droite, sur pas mal de choses en France, ils vont dans le même sens, quoi. Si tout d'un coup la chose changeait, comment est-ce qu'ils utiliseraient ça contre leurs citoyens? C'est ça qui fait peur, quoi. Et je vois pas pourquoi est-ce qu'il dit que c'est le parti unique, machin chose, tu vois, pour renforcer son truc. En fait, en film, pour l'instant, il est quand même plutôt bien, c'est plutôt stable, etc. Mais par exemple, en France, tu le vois, où les gens ne sont pas contents, peut-être qu'ils seront encore moins contents maintenant avec la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix de l'énergie, etc., le coût de la vie. Il y a un risque de tension civile, que l'harmonie sociale soit bouleversée, comme le dirait l'Allemagne quand elle continue à développer aussi ses opinions vis-à-vis du gaz russe, et qu'elle dit que s'il n'y avait pas d'énergie du coup russe, du gaz russe, etc., en Allemagne, on risquerait de ne pas avoir la paix sociale, tu vois. Comment est-ce que ça se passerait dans ce genre de situation si les personnes qui prennent le pouvoir, s'il y a un renversement des gouvernements, etc., prennent l'accès sur des bases de données sur toute la population à ce moment-là, tu vois. Et c'est là où ça fait flipper, quoi. Donc voilà, ça c'est mon opinion sur la fin, et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Cette vidéo va être un petit peu longue, mais dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi votre opinion là-dessus, commentez un petit peu donc, dans les commentaires en dessous, et puis peut-être que je ferai un petit truc question-réponse ou d'autres vidéos là-dessus, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Mais en tout cas, ouais, c'est pas la Chine qui me fait peur, c'est cette logique mondiale maintenant, effectivement, de tout ficher, de tout enregistrer, de tout mettre dans des bases de données, etc., qui peut effectivement être stressante.
Et encore une fois, qu'on utilise le fait que c'est plus rapide en Chine, ils sont plus avancés là-dessus en Chine, pour nous dire qu'au final on est bien chez nous, alors qu'on est exactement dans la même tendance, là ça me fait flipper. Après, les Occidentaux, ils ont du mal à se concentrer sur les tendances, sur les cycles, etc. C'est plus un truc chinois. Et on préfère en fait en Occident se concentrer sur un truc à un moment donné. Et en ce moment, effectivement, ils sont beaucoup plus avancés en Chine, donc on est bien, tu vois. Et ça c'est malheureux et ça mérite d'être peut-être réfléchi et médité aussi. Bon voilà, quoi qu'il en soit, on s'arrête là sur cette vidéo. Partagez-la si vous avez appris des trucs, si ça a généré chez vous quelque chose, tu vois, si ça résonne chez vous, si ça vous a, même s'il y a des trucs que vous n'avez pas aimé, partagez-le et puis insultez-moi sur les réseaux aussi, que je puisse réagir à tout ça et puis laissez un petit pouce et puis on continue avec d'autres vidéos. Dites-moi aussi si ce type de vidéo vous plaît, parce qu'elle est longue cette vidéo d'analyse et qu'elle va un petit peu sur tous les sujets qui m'ont été demandés donc ces derniers temps. Est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que j'ai assez développé chaque point, etc. Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. En tout cas, moi j'aurais pris le temps de préparer ça pendant quelques heures et de vous enregistrer ça, de vous monter ça pendant quelques heures aussi. Et je croise les doigts pour que ça vous plaise. Bah, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, hein, surtout. Et puis, on se retrouve là-dessous. Ciao.